regardez-le. Une silhouette courbée, le visage usé par le vent et la désillusion, 40 ans de vie, dont 25 passés à bâtir, à assembler, à créer. Il se tient là, devant les grilles rouillées d'une usine monumentale. Ses mains, autrefois agiles sur les machines, sont inertes, ballottées par le vent glacial qui siffle entre les hangars vides. Autour de lui, des friches industrielles s'étendent à perte de vue, des squelettes de béton et d'acier, vestiges d'une grandeur passée, d'une fierté oubliée. Il y a 20 ans à peine, cette usine était un cœur battant, 1200 âmes y donnaient vie, produisaient, innovaient. Aujourd'hui, une seule lumière vacille encore, dans le petit atelier d'un sous-traitant. Cet homme, c'est Marc, ingénieur en mécanique, 30 ans de carrière dans l'industrie française, 30 ans réduits en poussière. Son usine, un fleuron dans la production de pièces de précision exportées dans le monde entier. Et puis, les commandes se sont évaporées. Les coulances de production sont devenues insoutenables. La compétition étrangère, une lame implacable, a tout emporté. Son salaire ne nourrit plus sa famille. Son avenir, une énigme terrifiante, suspendue au-dessus d'un gouffre. Son regard, perdu dans le lointain, ne voit pas seulement le passé. Il voit l'ombre d'un effondrement, lent, méthodique, inéluctable. C'est le récit d'une nation, c'est la tragédie d'une monnaie, et c'est le prélude d'un crime. On vous a promis la force, on vous a vendu la stabilité, la prospérité, on vous a répété sans relâche que l'euro serait votre bouclier, une alliance sacrée contre les tempêtes économiques. Un ciment indestructible pour l'Europe. C'était un mensonge, une illusion méthodique, savamment orchestrée, car l'euro n'est pas un bouclier pour tous, loin de là. Pour la France, pour ses industries, pour ses citoyens, il est devenu un poison lent, une camisole de force économique, un instrument de démantèlement, un crime silencieux contre sa souveraineté, contre sa capacité à produire, contre l'avenir même de ses enfants. Le récit officiel évoque une monnaie unique, conçue pour harmoniser les nations, pour les tirer vers le haut. La réalité, brute, cruelle, est autre. L'euro fut une monnaie calibrée, dès sa conception, pour une seule économie dominante, celle de l'Allemagne. Un cheval de Troie, introduit au cœur de la France, dont les conséquences se déploient sous nos yeux, jour après jour. Le vol de notre capacité à façonner notre destin économique. Le piège s'est refermé. Et vous êtes dedans. Comment une monnaie unique peut-elle devenir une arme? Le mécanisme est pervers, Manadeu, mais d'une limpidité glaciale. Imaginez deux athlètes, l'un sprinter agile et puissant, taillé pour la vitesse, l'autre coureur de fond endurant, bâti pour la distance. Vous leur imposez la même chaussure, rigide et lourde. Le sprinter, avec son pas rapide, est avantagé par la taille de la chaussure. Le coureur de fond, ralenti, trébuche, son pas entravé. L'Allemagne, championne des exportations avec une culture de la discipline budgétaire, des salaires maîtrisés et une industrie axée sur la haute valeur ajoutée, a trouvé dans l'euro une monnaie sous-évaluée pour ses propres standards. Cela a rendu ses produits encore plus compétitifs sur les marchés mondiaux. Ses usines tournent à plein régime. Ses profits s'envolent. Pendant ce temps, la France, avec une industrie historiquement plus tournée vers le marché intérieur, un modèle social plus coûteux et un besoin intrinsèque de flexibilité monétaire, s'est retrouvée avec une monnaie surévaluée, une monnaie trop forte pour sa propre économie. Impossible de dévaluer pour stimuler ses exportations, pour rendre ses produits attractifs à l'étranger. Impossible d'ajuster ses taux d'intérêt pour relancer sa croissance, pour injecter le sang nécessaire dans ses veines. Son industrie est étranglée par des coûts de production trop élevés, rendus vulnérables face à une compétition internationale dont elle ne peut plus amortir le choc. Qui contrôle la planche à billets? Non pas Paris, mais Francfort. Qui dicte la politique monétaire? Un objectif de stabilité des prix qui convient parfaitement à Berlin, mais étouffe la croissance française. Le prix à payer? Des usines fermées par milliers, des millions d'emplois perdus, un pays désindustrialisé, fragmenté,
une asphyxie programmée. Le citoyen lambda, l'homme ou la femme qui travaille chaque jour, qui épargne, qui rêve d'une maison, d'une retraite digne, se retrouve pris au piège. Ses salaires, stagnants ou en légère augmentation, sont dévorés par l'inflation importée, par des taxes toujours plus lourdes. Ses usines ferment autour de lui, son emploi devient précaire, menacé. L'État, castré de sa politique monétaire, incapable de stimuler l'économie par des leviers souverains, ne peut plus emprunter à des taux faibles pour investir dans l'avenir sans faire exploser sa dette. Il est contraint de réduire les dépenses publiques, dégradant inexorablement les services essentiels. Hôpitaux sous-financés, écoles en souffrance, infrastructures vieillissantes. Le pouvoir d'achat s'évapore. Elle, épargne des, une vie se volatilise sous elle. Effet de L, érosion monétaire, et de l'L, absence de rendement. Chaque euro gagné par le Français moyen travaille moins, achète moins, pèse moins. L'argent est de plus en plus difficile à obtenir, de plus en plus difficile à conserver. Le rêve d'ascension sociale s'effrite, remplacé par une anxiété permanente, par la peur du lendemain. Comment prospérer quand les règles du jeu sont truquées? Quand le terrain est penché, quand l'air manque, quand chaque pas est un effort surhumain? Ce n'est pas de la malchance, c'est un système qui broie les nations et les vies. L'histoire ne se répète pas, dit-on, mais elle rime avec une régularité effrayante. Des siècles nous contemplent. À Rome, il y a 2000 ans, l'Empire, en quête perpétuelle de financement pour ses guerres, et son opulence, a commencé à dévaluer son denier, moins d'argent pur, plus de cuivre. Un vol dissimulé, une spoliation lente de la richesse des citoyens. Au XIVe siècle, le roi Jean le Bon en France a opéré des dévaluations massives de la monnaie royale, affaiblissant l'économie et la confiance, poussant le peuple à la misère. En 1790, la Révolution française émettait les assignats, une monnaie adossée aux biens nationaux, une fausse promesse qui finit en hyperinflation dévastatrice. Au début du XXe siècle, l'Allemagne de Weimar, écrasée par les dettes de guerre, a vu sa monnaie imprimée à l'infini, anéantissant l'épargne de toute une génération. Mais cherchons un parallèle plus insidieux, plus proche de notre piège actuel. Au XIXe siècle, la France s'engage dans l'Union monétaire latine aux côtés de la Belgique, de l'Italie, de la Suisse, de la Grèce. L'objectif? Standardiser les monnaies, faciliter le commerce. Une monnaie quasi unique, basée sur l'or et l'argent. Une promesse de stabilité. Pourtant, les réalités économiques des pays membres divergent fondamentalement. L'Italie, en particulier, connaissait des difficultés budgétaires chroniques. Incapable de maintenir la discipline, elle fut tentée de frapper des pièces avec moins d'argent que convenu, de les réintroduire dans le système, sapant la confiance de l'édifice. Ce fut un crime, non pas par la force des armes, mais par la manipulation monétaire, par la destruction silencieuse de la valeur. L'histoire montrait déjà la limite des constructions monétaires uniformes face à des économies hétérogènes. La perte de souveraineté monétaire, même partielle, se paie au prix fort. Les tensions au sein de l'Union monétaire latine n'ont cessé de croître, menant à une crise de confiance profonde et inévitable. Lorsque l'un des membres truque les règles ou ne peut les respecter sans s'autodétruire, le système tout entier se grippe puis se brise. La surabondance de pièces d'argent, sous-évaluées, frappées par certains États pour financer leurs déficits, a finalement érodé la crédibilité de l'Union. L'étalon or, bien que source de stabilité nominale, imposait une discipline budgétaire draconienne. Pour les nations les moins productives, avec des infrastructures moins développées ou des chocs externes imprévus, maintenir la parité devenait un fardeau insupportable. L'incapacité à dévaluer sa monnaie pour retrouver de la compétitivité les condamnait à une déflation interne, à une récession implacable, à la misère généralisée. L'effondrement n'était pas spectaculaire, comme une hyperinflation fulgurante. Il était lent, insidieux, une gangrène économique qui rongeait la chair du tissu social, affaiblissant l'État et le peuple. La confiance, ce pilier invisible de toute monnaie, s'est brisée.
L'Union s'est dissoute, non pas dans le fracas d'une guerre, mais dans le silence assourdissant de l'échec économique, laissant derrière elle un sillage de ruines et de désespoir. Le coupable était invisible, dissimulé dans les clauses d'un traité. Ces décisions monétaires, prises dans les salons feutrés des banques centrales ou des chancelleries lointaines, avaient des visages, des corps, des âmes. En Italie, au XIXe siècle, l'incapacité à dévaluer sa lire pour stimuler les exportations entraînait des faillites en cascade, la destruction de pans entiers de l'économie. Des paysans voyaient leurs terres ancestrales saisies pour dette. Des artisans mettaient la clé sous la porte, leur savoir-faire réduit à néant. Les villes se remplissaient de chômeurs faméliques, les campagnes de miséreux désespérés. Le pain devenait un luxe inabordable. Les enfants mouraient de faim ou étaient contraints au travail dès leur plus jeune âge, leurs petites mains brisées par la dureté de la tâche. La pauvreté s'intensifiait, nourrissant la colère, la révolte, mais aussi l'exode massif et forcé vers d'autres continents. Des millions d'Italiens quittèrent leur patrie, fuyant la misère économique, une misère directement liée à une politique monétaire inappropriée et à l'incapacité de leur État à protéger leur économie nationale. Une nation saignée à blanc, des familles déchirées pour toujours, des vies brisées sans retour. L'argent, censé être un outil, devenait une chaîne invisible, un instrument de spoliation silencieuse, mais mortelle. L'histoire murmure. Écoutons-la. Hier, l'Union monétaire latine, avec ses règles rigides et ses conséquences dévastatrices pour les plus faibles. Aujourd'hui, l'euro. Les noms changent, les mécanismes se perfectionnent, les coupables se dissimulent derrière des acronymes complexes. Mais le crime, lui, demeure. La France de l'an 2024 n'est pas si différente de l'Italie du XIXe siècle, piégée par un système monétaire mal adapté. 20 ans après l'adoption de l'euro, la France a perdu près de 2,5 millions d'emplois industriels. Des fleurons de son ingénierie, de son savoir-faire, ont été démantelés, rachetés pour une bouchée de pain par des concurrents étrangers. Des régions entières, autrefois vibrantes de l'activité de leurs usines, sont devenues des déserts économiques, des bassins de chômage. Le déficit commercial de la France avec l'Allemagne, abyssal, se chiffre en dizaines de milliards d'euros chaque année. Les exportations allemandes, dopées par un euro sous-évalué pour son économie, inondent le marché européen, tandis que les entreprises françaises, handicapées par un euro surévalué, peinent à rivaliser, même sur leur propre sol. L'histoire ne se répète pas, elle rime. La déflation interne de l'Italie du XIXe siècle est remplacée par une désindustrialisation forcée de la France du XXIe. Les visages changent, la souffrance reste la même. Qui est le vrai bénéficiaire? Qui est la victime? Les preuves de l'effondrement sont là, gravées dans le marbre de nos statistiques et la chair de notre quotidien. La dette publique française, insoutenable, s'approche des 3 200 milliards d'euros. C'est un fardeau colossal, transmissible de génération en génération, sans fin visible. Chaque enfant qui naît hérite de cette dette, sans l'avoir contractée. Le taux de chômage, structurellement élevé à près de 7%, masque une réalité encore plus sombre. Des millions de sous-emplois, de jeunes diplômés contraints à l'exil ou à des postes sans avenir. Les services publics, naguère la fierté de la nation, sont exsangues, sous-financés, dégradés. Les hôpitaux craquent sous la pression, manque de lits, de personnel. Les écoles manquent de professeurs, de moyens. Les infrastructures se délitent, faute d'entretien et d'investissement. La balance commerciale est chroniquement déficitaire, preuve que la France achète bien plus qu'elle ne produit, qu'elle ne crée. Et le pire, la perte de souveraineté. Non seulement monétaire, mais aussi économique, énergétique et politique. Les grandes décisions ne se prennent plus à Paris, mais dans les capitales européennes ou dans les bureaux feutrés des multinationales et des fonds d'investissement sans visage. Nous sommes devenus dépendants, vulnérables, une nation à la dérive, sans boussole, naviguant sur les courants d'une monnaie qui n'est plus la sienne. Une illusion de puissance.
Si rien ne change, si cette spirale mortifère n'est pas brisée, l'avenir de la France, tel qu'il se dessine à l'horizon des 5 à 10 prochaines années, est sombre, irrémédiable. Le pays sera réduit à un rôle de consommateur passif, un marché captif pour les produits étrangers, sans plus aucune capacité à produire ses propres richesses, à innover, à se projeter. La désindustrialisation sera totale, irréversible, transformant la France en une simple économie de services à faible valeur ajoutée, une nation-musée. Les emplois de qualité continueront de disparaître, remplacés par des emplois précaires, peu rémunérateurs, sans perspective. La fracture sociale se creusera entre une élite connectée aux circuits financiers mondialisés et une majorité de citoyens précarisés, marginalisés, relégués à la survie. Les tensions sociales, déjà vives, s'intensifieront, menaçant la cohésion nationale. La dette publique explosera, rendant tout investissement impossible et imposant des coupes budgétaires drastiques qui démantèleront ce qui reste de l'État-providence. La France deviendra un pays sous tutelle, incapable de se défendre économiquement, stratégiquement ou même culturellement. Son influence sur la scène mondiale s'éteindra, ses citoyens seront appauvris, amers, privés de l'espoir d'un avenir meilleur. C'est le destin d'une colonie économique maquillée en membre d'une union, un lent suicide orchestré. Face à ce sombre tableau, que faire? Le citoyen ordinaire est-il condamné à subir? Pas entièrement. La première étape est la prise de conscience. Comprendre le piège pour ne pas y succomber totalement, pour ne pas être une victime consentante. Ensuite, l'action individuelle, stratégique. Dans un monde où la monnaie fiduciaire est soumise à la dépréciation constante et aux manipulations étatiques, protéger ce qui a une valeur intrinsèque, une valeur réelle. L'or et l'argent physique, des refuges millénaires contre l'instabilité monétaire, des remparts inébranlables. Les terres agricoles, la propriété physique, ce qui ne peut être imprimé ou dévalorisé par décret, constituent un autre bouclier, une ancre dans la tempête. Et surtout, vos compétences. Développer des savoir-faire rares, non délocalisables, essentiels à la vie quotidienne et à la résilience locale. Maîtrisez un métier manuel. Apprenez à réparer, à produire, à créer. Diversifiez vos sources de revenus. Réduisez votre dépendance au système financier et étatique. Investissez en vous-même, dans l'autonomie, dans la capacité à être autosuffisant. La survie n'est pas une fatalité, c'est un choix. Un acte de résistance silencieux, mais d'une puissance insoupçonnée. Le piège se referme. L'euro, présenté comme un instrument de stabilité et de prospérité pour tous, s'est révélé être une machine à broyer pour les uns, un catalyseur de puissance pour les autres. L'histoire, encore et toujours, nous avertit. Les rimes sont là, pour qui veut les entendre. Elles nous parlent de souveraineté perdue, de nations sacrifiées sur l'autel de projets monétaires grandioses, mais intrinsèquement déséquilibrés. La monnaie n'est jamais neutre. Elle est un outil de pouvoir, de contrôle, un levier d'hégémonie. Et quand ce pouvoir est entre les mains d'une entité qui ne sert pas vos intérêts, qui ne défend pas votre nation, il devient une menace existentielle. Comprendre ces mécanismes, c'est se donner une chance de déjouer le jeu, une chance de protéger votre avenir, celui de vos proches, celui de votre héritage, pour démasquer les coupables invisibles et comprendre les rimes de l'histoire. Abonnez-vous à l'Archive du Capital. Ne laissez plus personne écrire votre destin économique à votre place.